2, 1. Salut, salut, kilomètre 15 de Run on Talk et aujourd'hui on va parler des allures ou si vous préférez des intensités de course. Quelles sont-elles? Comment peut-on les mesurer, les borner et les contrôler? Et surtout, combien de temps peut-on potentiellement tenir dans chaque registre? Alors le sujet il est vaste hein, et c'est pour ça qu'il y aura plusieurs épisodes. Aujourd'hui je vais évoquer quelques principes qui me semblent importants de comprendre pour mieux saisir cette notion d'allure et puis l'intérêt de l'affiner. Et ensuite à partir du kilomètre 16, je ferai pour chaque intensité un épisode et on discutera des spécificités de chacune. Ça vous va? Allez, c'est parti! Et on démarre par la définition du dictionnaire qui dit que le mot allure, c'est une vitesse de déplacement. Bon, là jusque-là, on est tous d'accord, hein. Et pour vous déplacer avec vos jambes, vous pouvez jouer sur tout un panel de vitesses, allant de la marche pouvant être très très lente à une vitesse maximale, c'est-à-dire à pleine intensité que vous tiendrez que quelques secondes. Donc vous pouvez avancer potentiellement de 0,1 km/h à peut-être 30 km/h. Pour info, Usain Bolt a fait lors de son record du monde du 100 mètres en 2009 une pointe à 44,7 km/h. Alors, la vitesse de déplacement dépend de l'engagement que vous mettez. Et que pour chaque degré d'engagement, vous avez une autonomie. Plus l'intensité est haute, plus l'autonomie est réduite. Vous pouvez par exemple tenir une vitesse max que 2-3 secondes. Ensuite, votre effort va se dégrader. Bon, ça, vous pigez, hein, c'est super simple. Pourtant, c'est autour de cette notion que se cache toute la complexité. Parce qu'en fait, notre jeu de coureur à pied, le seul jeu qui vaille, c'est de répondre à l'équation suivante. À quelle allure dois-je courir pour tenir un engagement le plus complet possible sur la distance qui m'est proposée? Et le cas le plus simple, c'est celui où on a le moins d'inconnus possible. Par exemple, j'ai un 10 000 mètres à courir. Il va se passer sur piste et j'ai une VMA de 18 km/h qui a été aussi réalisée sur piste. Donc là, c'est assez simple de prendre le départ et gérer sa course. Je vais courir autour de 3,40 au kilo, c'est-à-dire 90% de la VMA, ce qui sera un bon engagement. À chaque 400, il y aura quelqu'un pour me donner mes temps de passage, une 28 au 400, et je vais mettre un timer qui va sonner par exemple tous les, enfin pas par exemple, qui va sonner tous les 44 secondes aux 200 mètres. Et puis c'est parti. Et ça vous paraît simple tout ça? Théorie, oui, hein, ça a peu de risques, hein. Le terrain est homogène, on a la possibilité de se recaler tous les 44 secondes, l'engagement est déterminé et plutôt soutenable. Donc en théorie, c'est simple. En pratique, ça demande déjà pas mal de concentration et de maîtrise. Si on faisait le même exercice, mais en ne regardant le chrono que tous les kilomètres, on compliquerait la chose. Donc cette valeur de VMA, c'est quand même bien de la connaître, même si je vous en ai dit un petit peu de mal, ou en tout cas c'est limite dans le kilomètre 7. Elle vous servira pour déterminer vos allures pour vos courses route entre le 5 km et le marathon. Et vous donnera aussi vos allures de footing et de vitesse pour fractionner. Donc déjà, être capable de jouer avec ces allures sur le plat et ces pourcentages de VMA, c'est une première bonne notion à acquérir, même s'il faut le chrono tous les kilomètres. Il y a déjà une grande partie du peloton qui ne sait pas, malgré des données précises, rester dans les clous. Et pourtant, la suite se complique. Car si vous quittez la route et la piste, l'équation se complique. Vous connaissez encore la distance, enfin ouais à peu près, hein. Vous avez peut-être une idée du profil, vous découvrez la technicité de la course et il n'y a aucun kilomètre qui se ressemble. Autant vous dire que pour déterminer le temps de course que vous allez mettre, c'est pas mal coton quoi. Et même si vous arrivez à le déterminer, c'est pas gagné pour le tenir au plus près dans la pratique. Si vous n'avez que votre allure, c'est-à-dire votre vitesse de déplacement pour contrôle, clairement vous allez droit dans le mur. À partir du moment où l'on quitte les terrains plats, on ne peut plus se fier à sa VMA. Vouloir tenir sur un single la vitesse calculée sur la piste, c'est peut-être possible, mais ce n'est pas le même engagement. Et donc votre autonomie dans ce registre va être fortement réduite. Donc la vitesse de déplacement ne vous dit plus l'intensité que vous mettez. Les données sont faussées. Donc il y a un autre moyen de contrôle, il en faut un autre en tout cas, et c'est par exemple le cardiofréquence-mètre qui peut vous servir. Pour cela, il faut connaître votre FC repos et votre FC max. Et la FC max, ce n'est pas 220 moins à l'âge, hein. Vous devez la trouver à la fin d'un effort intense. Et gardez ces deux données précisément et je vous dirai comment les utiliser au prochain épisode. Mais courir au cardio, c'est bien par exemple pour contrôler votre intensité dans la première longue montée d'une course ou d'un trail. Ou pour ne pas forcer plus que nécessaire sur une partie hyper technique où vous avancez pourtant à 5 km/h. Ça permettra de vous canaliser dans votre engagement. Par contre, courir au cardio, ça demande de comprendre la notion d'inertie cardiaque pour bien maîtriser. C'est-à-dire que vos pulsations cardiaques ne vont pas s'associer directement à votre effort.
Par exemple, vous êtes échauffé, vous avez vos pulsations à 120 et on vous demande de faire un effort de 3 minutes à fond. Vous serez à fond dans l'engagement assez rapidement, mais vos pulsations vont augmenter progressivement et n'atteindront FC max que dans les dernières minutes, la dernière minute au mieux, quoi. Pourtant, ça fait 2 minutes que vous étiez à fond dans l'engagement. Donc n'attendez pas une réponse instantanée. Mais une fois que vous avez compris ça, le cardio, c'est quand même pas mal, quoi. En fait, le seul moyen d'être efficace partout, en tout lieu, en tout temps, c'est d'affiner son perceptif. C'est-à-dire être capable d'identifier par sa manière de courir, par ses appuis, par son souffle, par sa posture, l'allure dans laquelle on se situe. Et ça, sur tous les terrains et dans toutes les conditions. Donc ça demande de l'expérience, évidemment, mais surtout, ça demande d'analyser ce que l'on fait. Dit plus concrètement, si pour chaque footing, vous avez les écouteurs et que vous êtes plongé dans vos podcasts où vous parlez avec les copains et les copines, ce sera compliqué de faire des liens entre votre intensité et votre gestuelle. Donc il faut être présent à ce que l'on fait et faire des essais. D'ailleurs, la seconde définition pour le mot allure dans le dictionnaire, c'est manière de se déplacer, de se tenir, de se comporter. Bah voilà, ça là, elle me plaît comme définition. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable, pour une allure donnée, par exemple allure marathon, de me dire de quelle manière vous vous déplacez, vous vous tenez, vous vous comportez? Bah, ça, c'est pas simple, hein, c'est fin comme analyse. Mais je crois beaucoup à cette notion d'entraînement perceptif et dans les prochaines vidéos, pour chaque allure, je vous proposerai un jeu pour affiner vos sensations autour de l'intensité demandée. Mais ça, c'est plus tard parce que là, le kilomètre se termine. Donc en attendant, et pour poursuivre cette discussion autour des allures, je vous invite à retourner sur la vidéo que j'avais faite à l'occasion du Trail Glazig, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et sinon, bah, je vous dis à bientôt et vous remercie encore une nouvelle fois, hein, pour toutes les marques de sympathie autour de cette série Run and Talk. Allez, ciao!